Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, sur cette chaîne donc, qui est destinée à s'initier à Montaigne et la Boétie, je vais maintenant commenter l'essai que j'ai lu dans une capsule précédente, des menteurs, qui est donc l'essai 1.9. Alors personnellement, j'aime beaucoup cet essai parce que il est très représentatif de la façon de faire de Montaigne, qui consiste justement à réfléchir de manière active en changeant les perspectives. Voilà pourquoi j'ai mis la carte du pendu du tarot qui invite à changer, à inverser la perspective. Alors, c'est donc le 9e essai et il suit l'essai intitulé De l'oisiveté, où il explique pourquoi il s'est mis à écrire pour brider son cheval échappé. Alors dans les premiers essais, comme on a pu le voir dans une capsule précédente qui traitait justement de Montaigne et la séduction par l'exemple, les premiers essais du livre 1 sont des essais où il nous noie dans des exemples historiques, et on est censé en tirer sa propre conclusion. Donc ici, ce n'est pas du tout la même démarche. Entre les deux, il y a l'essai de l'oisiveté. Ici, il ne fait pas ça. Ici, il part de lui, il part d'une anecdote personnelle, d'un problème qu'il a avec la mémoire, il part des inconvénients que ça lui cause, de consolation qu'il a trouvé, et il transite vers ce qui donne son titre à l'essai. Ce n'est pas sans raison qu'on dit que qui ne se sent pas assez ferme de mémoire ne se doit pas mêler d'être menteur. Et ensuite, il passe à l'analyse du mensonge comme problème, déjà pour les menteurs, et pour la société. Et c'est à ce moment-là qu'il termine en donnant 2 exemples. Alors dans ma lecture, j'ai tronqué les exemples parce qu'ils sont difficilement compréhensibles pour moi, donc je ne voulais pas encombrer qui que ce soit. Mais en tout cas, ils sont développés dans l'essai de Montaigne. Voilà donc pour le plan général de l'essai, qui est donc assez différent des autres. Il en vient dans un second temps au titre de son essai. Alors Alain Legros explique que il avait certainement une idée et qu'il a créé comme dans son esprit un dossier, comme dans son ordinateur quand on ouvre un dossier, et c'est à partir de là qu'il s'est mis à écrire, en sachant que là, il part du problème de la mémoire et qu'il arrive ensuite à ce qui a donné son titre à l'essai. Parfois, il fait l'inverse. Il part de ce qui a donné le titre à l'essai et il arrive sur lui. Là, c'est pas ça. Donc, diversité dans chaque essai. Chaque essai est différent et c'est ce qui fait la beauté justement de Montaigne. Alors, regardons donc de plus près cette structure. Donc, il part de son défaut de mémoire. Il n'est homme à qui il sied si mal de se mêler de parler de mémoire, car je n'en reconnais quasi trace en moi. Et il fait une référence à Platon pour montrer que c'est terrible. Platon a raison de la nommer une grande et puissante déesse. Ensuite, il raconte des petites anecdotes qui ne sont pas des anecdotes, ce sont des exemples personnels qu'il analyse. Donc, pour amener son sujet justement, qui est le fait d'avoir de l'importance d'avoir une parole. Alors déjà, dans son pays, on confond le défaut de mémoire et le défaut de jugement. Ici, Montaigne présente cette thèse qu'il récuse immédiatement, cette thèse de la doxa qu'il récuse immédiatement. Alors il la récuse dans une phrase très économique, puisque déjà il la présente et il la récuse en même temps. Il se voit, donc impersonnel, il, n'importe qui, se voit, perception. Par expérience. L'expérience montre autre chose. Vous pouvez vérifier, n'importe qui. Plutôt au rebours, donc au rebours, à l'inverse, c'est pour ça que j'avais mis
la carte avec le pendu, que les mémoires excellentes se joignent plutôt au jugement débile. Débile ici signifie faible. Premier inconvénient, récuser immédiatement. Donc ce qu'on dit dans son pays, confusion entre mauvaise mémoire et jugement débile, c'est faux. Ensuite, deuxième problème, ses amis pensent qu'il manque à sa parole, alors qu'en réalité, c'est qu'il a oublié. Il a oublié ce qu'il a dit. Alors ici, c'est très très puissant. Montaigne ne cherche pas à donner de preuves. La seule chose qu'il fait, c'est donner sa parole en affirmant l'inverse. Certes, je puis aisément oublier, mais de mettre à nonchaloir la charge que mon ami m'a donnée, je ne le fais pas. Et c'est tout. Ça s'appelle une parole performative. C'est-à-dire que quand on dit, on fait. C'est comme quand on dit, il y a quelques verbes performatifs, c'est assez rare. Je vous prononce mari et femme. On prononce et ça existe, ça se fait. Donc ici, c'est ce qu'il fait. Justement, il est en train de dire, regardez, la parole c'est tellement puissant que quand on l'a, elle suffit. Et c'est ce qu'il fait. Donc voilà, deux inconvénients dans sa vie et les petites analyses, réfutations de Montaigne. Ensuite, il dit, mais bon, je me console de ce problème, déjà parce que ça me permet d'en corriger un bien pire, qui est l'ambition. Donc, un problème moral, là encore. Et à l'intérieur de cet argument, il insère encore l'exercice de son jugement à la place de l'utilisation le recours à sa mémoire. Que comme disent plusieurs pareils exemples du progrès de nature, elle a volontiers fortifié d'autres facultés en moi à mesure que celle-ci s'est affaiblie. Bon, comme je n'avais pas de mémoire, j'étais obligée de développer mon jugement. Et irait facilement, couchant et alanguissant mon esprit et mon jugement sur les traces d'autrui, en utilisant des savoirs d'autrui, c'est-à-dire la mémoire, ce sont des savoirs d'autrui, sans exercer leur propre force, les forces de mon esprit et de mon jugement. Si les inventions et opinions étrangères m'étaient présentes par le bénéfice de la mémoire. Il va développer toute cette idée de mémoire, savoir d'autrui, être savant et être sage dans du pédantisme, qui est le grand danger qui guette l'humanisme, et de l'institution des enfants. Dans une sublime phrase, savoir par cœur n'est pas savoir, c'est tenir ce qu'on a donné en garde à sa mémoire et sur le fait qu'on suive quelqu'un d'autre qui suit un autre. Il ne suit rien, ne trouve rien, voire il ne cherche rien. Et pour l'instant ici, il dit simplement que comme lui n'avait pas de mémoire, ça en a fortifié son jugement. Et là, il part, à mon avis, il a dû beaucoup rire en écrivant ça, il part dans une digression humoristique. Il dit que son discours en est plus mesuré, que mon parler est plus court. Si j'avais eu plus de mémoire, vous imaginez, j'eusse assommé mes amis. Et il va parler justement de ses amis qui, vous êtes à maudire ou l'heure de leur mémoire ou le malheur de leur jugement, on ne sait pas. Et puis il va avoir recours à deux exemples. On juge un cheval, donc à la capacité qu'il a de s'arrêter net. Il faut savoir s'arrêter net. Et en parlant des vieillards, les vieillards sont les plus dangereux. Donc là, il fait vraiment référence à une expérience qu'on a tous eue, les vieillards qui répètent leurs histoires parce qu'elles sont dans leur mémoire. Donc première consolation, il a tiré le moyen de corriger un mal moral pire, donc l'ambition. Et maintenant, seconde consolation, il ne me souvient pas des offenses reçues. De nouveau ici, il fait une référence humoristique à Darius, qui avait tellement mauvaise mémoire, qu'on était obligé, quand il était à table, de lui dire « Souvenez-vous des Romains qui vous ont offensé », tellement il oubliait.
Alors, ces deux consolations sont vraiment introduites par des adverbes très clairs, premièrement et secondement. Donc, on peut quand même se repérer dans ces digressions et dans ces exemples humoristiques. Et c'est à ce moment-là qu'il transite vers le sujet. Après avoir fait cette analyse de la mémoire, qui va donner toute sa force à son analyse morale sur la parole. Ce n'est pas sans raison qu'on dit que qui ne se sent pas assez ferme de mémoire ne se doit pas mêler d'être menteur. Voilà. Alors, l'ambition, qui est donc un mal pire, mais pire que tout, le mensonge. Alors ici, Montaigne distingue deux choses. Il distingue deux mots, le mensonge et le mentir. Le mensonge, c'est une idée fausse qu'on a prise pour vraie, alors que le mentir, c'est aller contre sa conscience. Et c'est de ça dont il parle. C'est-à-dire que le menteur sait très bien que ce qu'il dit n'est pas vrai. Quand j'étais petite, mon père me disait ne raconte pas de mensonges pour dire ne raconte pas de bêtises. Hein. Donc cette acception du mot mensonge existait encore au XXe siècle. Je vous rassure, je suis née au XXe siècle. Alors, lui, il va parler du fait d'aller contre sa conscience. C'est très important et c'est là qu'on voit que c'est un essai moral. Il reprend l'image du cheval. Alors pourquoi c'est un problème? Déjà parce que c'est un problème pour les menteurs. Parce que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Hein, c'est simple. Il ne va pas sortir des arguments moraux. Il ne faut pas mentir parce que sinon vous irez en enfer. Non, juste, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça se propage et ça nous met tout sans dessous, dessous, dessus, dessous. Parce qu'on peut se fier de rien. Alors, déjà, le problème pour les menteurs, il est malaisé qu'ils ne se défèrent. Donc qu'ils ne perdent le fer qu'ils ont au pied, qu'ils ne perdent pied, quoi, comme un cheval. Ensuite, ils oublient, quoi. Bon. Ensuite, les circonstances changent aussi. Donc eux, il faut qu'ils retrouvent leur histoire et qu'ils la réinventent à chaque fois. Ces circonstances à quoi ils veulent asservir leur foi et leur conscience étant sujettes à plusieurs changements, il faut que leurs paroles se diversifient quand et quand. On s'en sort plus, quoi. Ils ont intérêt à savoir réinventer des histoires, hein, sinon on ne s'en sort pas. Et alors là, il insère une question rhétorique. Quelle mémoire leur pourrait suffire à se souvenir de tant de diverses formes qu'ils ont forgées en un même sujet? Réponse, aucune. Alors c'est là qu'il va présenter sa sentence morale, et là il va y aller. Hein. Autant il était humoristique au début, là c'est fini. En vérité, le mentir est un modivis. Il en tire une conséquence sur l'éducation des enfants. On ne devrait pas châtier les enfants pour des choses bêtes, mais alors pour le mentir, c'est terrible. Et il en tire une conséquence pour la société. Alors déjà, les enfants grandissent et le mensonge croît avec eux et partout, mais si on veut mettre des gens au feu, hein, c'est cela qu'il faudrait mettre, parce que c'est terrible. Hein, c'est dans la slide d'après que je lirai ce passage merveilleux. Pour l'instant, je termine sur la structure. Alors pourquoi c'est un problème? Alors il s'était appuyé d'abord sur Platon, il s'est appuyé sur les grammairiens et là maintenant il va s'appuyer sur les pythagoriciens. Le revers de la vérité a 1000 visages. Il ne suffit pas de dire bon c'est pas grave, je vais prendre l'inverse de ce que telle personne a dit, parce que il y a plein d'inverses en fait. C'est pourquoi les pythagoriciens définissent le bien comme certain et fini, et le mal comme infini et incertain. Et là, on voit que fini, infini sont ensemble, et certain et incertain éloignés. On appelle ça un chiasme, donc comme s'il faisait une croix. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est très beau, parce que c'est comme si on était en train de tourner dans le mensonge. Ça crée comme un cercle dont on ne se sort pas. Il termine par 2 exemples, historiques cette fois. Donc là, il revient à sa méthode du début,
des premiers chapitres, des 8 premiers chapitres. Il parle de François Ier et du pape Jules II. Alors j'ai gardé l'orthographe de Jean Séard. Il dit voilà, ce menteur-là, ses biens furent confisqués et ne tint à guère qu'il en perdit la vie. Paf! C'est la fin de l'essai. Je vous avais bien dit que j'étais un cheval, moi, qui savait s'arrêter quand j'avais terminé. Ben voilà, c'est ce que je fais. Alors là, il n'y a plus... l'essai se termine comme ça. Net, comme ça, arrêt, il a terminé sa démonstration, c'est fini. Alors voici donc cette fameuse sentence de Montaigne. Donc Montaigne n'a pas de doute quand il s'agit de morale. Hein. Il a une forme maîtresse et il n'y a pas de doute dedans. Hein. Alors voilà. En vérité, le mentir est un maudit vice. Nous ne sommes hommes et ne tenons les uns aux autres que par la parole. Si nous en connaissions l'horreur et le poids, le mensonge, nous le poursuivrions à feu. On brûlerait là, hein, les gens, hein, si on se rendait compte là pour le coup. Plus justement que d'autres crimes. Donc là, c'est pareil, ça contient en germe toutes ces idées morales et sur la justice. Je trouve qu'on s'amuse ordinairement à châtier aux enfants des erreurs innocentes très mal à propos, et qu'on les tourmente pour des actions téméraires qui n'ont ni impression ni suite. La menterie seule, et un peu au-dessous, l'opiniâtreté, me semble être celle desquelles on devait à toute instance combattre la naissance et le progrès, qu'elles croissent quant et eux. Et depuis qu'on a donné ce faux train à la langue, c'est merveille combien il est impossible de l'en retirer. Voilà, c'est très dense, parce qu'il parle du châtiment par le feu, il parle de l'institution des enfants, il parle de comment ce mal se propage dans la société, et surtout, il parle de cette valeur nobiliaire, valeur noble, la parole. Alors justement, il y a un livre merveilleux de Jean Balsamo. Alors Jean Balsamo, c'est la personne en qui j'ai confiance, les yeux fermés, quand il s'agit de Montaigne, et de la Renaissance d'ailleurs. Donc Jean Balsamo, c'est la personne qui a dirigé l'édition de la Pléiade. Et donc là, son livre s'intitule « La parole de Montaigne, littérature et humanisme civil dans les essais ». Donc la grande spécificité de Jean Balsamo, c'est de vraiment ancrer le discours de Montaigne dans une époque. Hein. Il dit que Montaigne est avant tout un homme de son temps, un gentilhomme lettré avec des valeurs héroïques de son temps. Voilà. Alors ce livre est en accès libre sur Internet, en open access. Hein. Il suffit de taper, vous allez le trouver si vous voulez le consulter. Voilà. Alors pour conclure, il faut lire cet essai avec sa portée morale et sa portée quant à l'importance du jugement, l'institution des enfants, la justice, etc. Et ne pas être dupe parce que Montaigne parle peut-être d'étourderie quand il oublie une parole, une promesse peut-être qu'il a faite à un ami, mais vous vous doutez bien que quelqu'un qui est capable d'identifier des menteurs, c'est bien parce qu'il a retenu la version numéro 1. Hein. Donc quand il parle de son garçon tailleur, c'est précisément parce qu'il a écouté les autres histoires et qu'il a comparé. Et enfin, Montaigne c'est un commentateur encyclopédique hein, de toutes les connaissances de l'Antiquité et même de son temps. Donc il ne les a pas apprises par cœur parce qu'il a expliqué ce qu'il voulait dire par cœur. Mais moi, personnellement, je ne suis absolument pas inquiète pour la mémoire de mon cher Montaigne. J'espère que cette capsule vous aura aidé à percevoir la splendeur de cet essai et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie.